Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. L'année dernière, nous décryptions avec vous et pour vous le projet de loi de finances 2013 qui a fait couler beaucoup d'encre. Et aujourd'hui, l'encre a coulé et cette loi de finances a été votée et prend son effet. Elle est donc bien réelle. Quelles sont les principales nouveautés de cette loi de finances? De quelle manière cette loi de finances va-t-elle impacter les entreprises ou encore vous et moi, particuliers? Il est 14h07. Aujourd'hui, on parle de la loi de finances 2013. Voici vos experts. Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Bonjour, ravi de vous retrouver comme d'habitude tous les jours, 14h, 16h sur Atlantique dans les experts. Aujourd'hui, on parle de la loi de finances 2013, cette fameuse loi de finances qui a été discutée et qui a fait l'objet sur notre antenne, sur le plateau des experts, de débats, de décryptage. Et à l'époque, ce n'était qu'un projet, beaucoup de nouvelles mesures fiscales dans cette loi de finances. Et aujourd'hui, on va les passer en revue et vous expliquer de manière claire comment ça va fonctionner, comment ça devrait fonctionner, quand est-ce que ça prend effet, de quelle manière ça va impacter les entreprises, vous chefs d'entreprise, ou encore vous et moi, particuliers, personnes physiques, parce que ça concerne un peu tout le monde. Je pense que si vous êtes déjà allé payer votre vignette, vous avez dû vous en rendre compte, parce que voilà, la vignette, ça fait partie aussi de l'augmentation de la vignette, fait partie aussi de ces nouvelles dispositions dans la loi de finances 2013. Et aujourd'hui, avec moi pour parler de cette loi de finances, Mohamed Lahiani, qui est maintenant un habitué, expert comptable et commissaire à compte. Bonjour, comment ça va? Bonjour, monsieur Tadlaoui, ça va très bien. Ça va? Ça va très bien. Bon, froidement, vous venez de revenir du Grand Nord. Du Grand Nord, exactement. Moins 2. Bon, il fait un peu froid ici, mais je pense que c'est pas la même chose. Bon, en tout cas, la loi de finances, c'est elle qui a jeté un froid. Et on va essayer de vous décrypter tout ça. Et comme d'habitude, dans la joie et la bonne humeur, même si ça met pas beaucoup de gens de bonne humeur cette nouvelle loi de finances. Vous pouvez nous appeler comme d'habitude au 05 22 95 36 70. Réagir sur la page Facebook des experts, l'adresse email des experts, les experts avec un s @atlanticradio.ma, et puis aussi vous pouvez réagir en 140 caractères sur Twitter #expert Atlantique. Voilà, on a tout dit. Alors avant qu'on passe au décryptage des nouvelles mesures de la loi de finances 2013. On va quand même parler, on en profite, on est mi-janvier, on va revenir sur on va dire le calendrier fiscal et juridique des entreprises. Qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il faut préparer? Bon, il y a le bilan avant fin mars, comme d'habitude, mais il y a aussi d'autres choses, pour les entreprises et aussi peut-être pour les personnes physiques, non? Exact, Oui, exact. Voilà. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, donc, si je rappelle les obligations fiscales en matière d'impôt sur le revenu, en janvier, il y a une cotisation minimale pour les contribuables soumis à l'IR, à déposer avant fin janvier et payer. Il y a également la taxe professionnelle à préparer pour les sociétés et également pour les entreprises individuelles à déposer avant fin janvier, 31 janvier. Et bien sûr, il y a la vignette. Non, la taxe professionnelle, elle n'est pas à payer avant fin janvier. Ce sont les éléments qui permettent... La déclaration, c'est une déclaration qu'on fait, toutes les modifications qui ont eu lieu en 2012, et on la dépose avant fin janvier. En février, avant fin février, il y a la déclaration annuelle des traitements et salaires. Nous sommes en 2013, donc on fait cette déclaration. L'année prochaine, on va faire la même déclaration. Rien ne va changer. Mais on va rajouter une nouvelle déclaration. C'est la déclaration de la contribution sociale qu'on va décrypter tout à l'heure. En mars, pour l'impôt sur le revenu, une déclaration annuelle du revenu global au titre de l'année précédente. C'est la déclaration de personne physique, d'accord, avant le 31 mars. Ça, c'est la déclaration personne physique. Personne physique. D'accord. Et aussi pour les sociétés. Donc, pour les sociétés, il y a une déclaration annuelle de résultat fiscal. C'est la clôture, bien sûr, et au 31 décembre. Ça, c'est le bilan. C'est le bilan, bien sûr. Alors, il faut préciser, à condition que la clôture d'exercice soit le 31 décembre. C'est-à-dire qu'on parle de la clôture au 31 décembre. D'accord. On dépose le bilan avant le 31 mars, c'est la clôture au 31 décembre. Il y a des entreprises qui clôturent... 30 juin, 31 mars, c'est 3 mois après, en fait. C'est 3 mois après. Non, mais la clôture officielle d'un exercice, c'est pas le 31 décembre? Non, pas spécialement. Ah, d'accord. Non, pas spécialement. Ah, Beaucoup d'entreprises, par simplification, prennent la date de clôture au 31 décembre, mais il y a quelques exceptions de sociétés qui prennent autre que 31 décembre. Par exemple, des sociétés qui appartiennent à des groupes, où la maison mère, par exemple, à l'étranger, clôture à une date autre que 31 décembre, donc on s'aligne sur la date de la clôture de la maison mère. Primo. Et c'est en année flottante, c'est-à-dire que... À cheval.
On est, par exemple, 30 juin, l'exercice il commence, l'exercice comptable, en fait, il commence 1er juillet ou 30 juin. Vous avez aussi un autre avantage d'une clôture autre que 31 décembre, c'est par exemple les entreprises saisonnières. Oui. Autrement dit, par exemple, si vous prenez un hôtel, un restaurant, là où il génère plus de chiffres, si je prends par exemple le cas des hôtels, il génère plus d'encaissement en juillet et août. Oui, d'accord. Donc il préfère clôturer à cette période-là parce qu'il y a une trésorerie. Il y a une bonne trésorerie et ça fait bien pour demander un crédit. D'accord. Très bien. Oui. Voilà. Donc déclaration annuelle de résultat fiscal, c'est clôture au 31 décembre. Versement du reliquat de l'IS de l'année précédente. En fait, vous savez que l'IS, on paye des acomptes et au 31 mars, on paye le solde. Et puis aussi, on paye l'acompte pour l'année d'après, c'est-à-dire l'année 2013. On n'arrête pas de payer, quoi. On n'arrête pas de payer, voilà. En plus, il faut payer. C'est pas fini. Désolé. Alors, conformément à la loi de finances 2013, il faudra aussi faire la même déclaration de la contribution sociale qu'on va détailler tout à l'heure. En avril, mai, juin, là c'est le quotidien. Non, mais ça c'est le quotidien. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Non, on va pas parler des déclarations TVA mensuelles. Voilà, c'est ça, TVA mensuelle, etc. Il y a autre chose, d'accord. En ce qui concerne les obligations juridiques, il y a bien sûr le rapport de gestion du gérant dans le cadre d'une SRL, conseil d'administration directoire dans le cas d'une SA. Mais rappelez-vous, M. Tadlaoui, lorsque nous avons animé les 2 émissions sur le délai de paiement, vous rappelez que maintenant, à partir du 1er janvier 2013, il faut indiquer dans le rapport de gestion du conseil d'administration non, mais ça sera pour l'année prochaine. Ça sera en 2014. Mais concernant l'exercice 2013, il faut mentionner la décomposition des dettes fournisseurs, si vous vous souvenez, c'est moins de 30, entre 30, 60, etc. Et ce tableau sera certifié par le commissaire aux comptes. Bon, je vous confirme, il y en a beaucoup qui sont pas encore au courant. On le rappelle. On rappelle. Je vous dis encore, j'en ai vu beaucoup. Non, mais c'est quoi encore cette loi sur les délais de paiement? Qu'est-ce qu'on fait pas, etc. Bon, bref. Si je prends le cas, par exemple, de quelqu'un qui a exécuté un service ou qui a fait une livraison le 15 novembre ou le 16 novembre, si son client on est 17 janvier, c'est déjà dépassé. C'est déjà dépassé. Il y a une pénalité de 10%. Il y a une pénalité de 10%. Exactement. C'est-à-dire que si jamais vous encaissez la créance maintenant sans pénalité, en cas de contrôle fiscal, je dis bien, sous le conditionnel, en cas de contrôle fiscal, on vous demandera sur les 10%. Voilà, exactement. Vous serez imposé sur les 10%. C'est pas on vous demandera, mais en fait, vous serez imposé sur 10%. Si vous avez un taux d'IS de 30%, ça va vous faire 3%. Alors, en plus, il y a une tenue de l'Assemblée générale au plus tard, 6 mois après la clôture de l'exercice, et puis dépôt des comptes annuels, l'Assemblée générale, 7 mois après la clôture ou 1 mois après l'Assemblée générale. Si je prends l'échéance au maximum. Ça y est? C'est tout. Il n'y a rien d'autre à payer? Non, pas encore. Il y a les vignettes. Il y a les vignettes. Oui, mais bon, beaucoup d'entreprises ont des voitures aussi, donc il faut payer la vignette. Appelez-nous si vous êtes allé payer la vignette, parce que moi je suis allé payer ma vignette. Moi, je suis allé payer la vignette. D'accord. Mais voilà. Mais je vais vous dire ce qui m'est arrivé aussi. Ça, c'est important parce que c'est aussi quelque chose qui m'a quand même assez étonné. Je suis allé remplir mes obligations, je suis allé payer ma vignette, mais il y a aussi quelque chose qui m'a étonné. Par pure curiosité, je suis allé voir pour payer la vignette de 20 000. Je paye pas une vignette de 20 000. Je vous dis, je paye une vignette de 1500 dirhams. Je le dis, voilà, pas de 20 000. Mais par curiosité, je suis allé demander, pour la vignette de 20 000, et j'ai dit que, j'ai fait croire que j'avais une voiture sur une société, qu'il fallait que je paye la vignette de la voiture de la société à 20 000. Et j'avais mon carnet de chèques sur moi. J'ai dit, je vais la payer avec mon carnet de chèques. Et là, il y a un monsieur qui était là-bas qui me dit, non, paye pas par chèque. Voilà. Je dis, mais attendez, c'est pas possible. Voilà. Alors ça, c'est vrai, ça? On peut pas payer par chèque? Ça, c'est la vignette, c'est quand même... c'est bizarre. Non, c'est curieux. C'est bizarre. C'est curieux. Bon. C'est curieux. On va passer à autre chose. On passe à nous appeler au 05 22 95 36 70 ou réagir sur la page Facebook des experts. Alors, on va passer en revue, on va dire. Attendez que je sorte ça parce que je les ai pas appris par cœur, vous non plus d'ailleurs. Donc je vais mettre ça sous mes yeux, qu'on puisse décrypter chacune des nouvelles mesures de la loi de finances. J'espère que bien sûr ça va vous servir parce que ça nous concerne tous finalement. Il y a au moins une ou deux dispositions qui concernent quasiment tout le monde, et on va les passer en revue, que ce soit entreprise ou particulier, personne physique. Alors si je prends par exemple le cas d'une société,
soumise à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Il y a un taux d'imposition maintenant à 10% pour les sociétés qui ont fait un bénéfice fiscal inférieur à 300 000 dirhams. Alors, les sociétés réalisant un bénéfice égal... Fiscal. Un bénéfice fiscal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bénéfice fiscal? En fait, c'est un bénéfice comptable, c'est recettes moins dépenses, produits moins charges, plus les régularisations fiscales, ce qu'on appelle chez nous les réintégrations et les déductions, sous le tableau 3. En fait, c'est les corrections fiscales. Donc, si on est au-dessous du bénéfice après correction fiscale, si on est au-dessous de 300 000 dirhams, on ne paiera que 10%. Je vais parler après des avantages de cette disposition de 10% pour les entreprises individuelles. Ça, c'est intéressant. Alors qu'avant, on payait 15% pour les sociétés qui réalisaient un chiffre d'affaires inférieur à 3 millions de dirhams. Alors voilà, la nouveauté aujourd'hui, qui est pas mal, parce que avant on raisonnait en chiffre d'affaires d'une société, maintenant on raisonne sur le bénéfice. Exactement. Alors pourquoi c'est intéressant? Vous allez voir que c'est quand même une des seules qui est intéressante. Enfin pour nous, enfin pour les entreprises et pour les ça concerne pas les particuliers. On raisonnait avant en chiffre d'affaires. Et là, on raisonne en bénéfice. Ce qui est le réel, ce qui reste, on va dire, dans la poche de l'entreprise. Dans la poche de l'entreprise, avant impôt. On est bien d'accord. Avant impôt. Avant, on raisonnait en chiffre d'affaires. Alors que le chiffre d'affaires, on peut avoir des sociétés qui font 10 millions de chiffre d'affaires, mais s'ils ont une marge de 3%... Exactement. Ils payaient le plein pot de 30%. Voilà. Alors que maintenant, cette disposition de 10%, elle est beaucoup plus proche de la réalité. De la réalité. Parce qu'on peut avoir un chiffre d'affaires, mais en contrepartie, on a des grosses charges. Donc avant on était à moins de 3 millions, mais il suffit d'avoir beaucoup de charges. Malheureusement, on était. Et puis on sait qu'avec la crise, la conjoncture, etc., il y a beaucoup d'entreprises qui prennent des affaires, qui prennent des marchés, qui négocient même avec des marges très ténues. Et ils étaient au-dessus de 3 millions, donc plein de droits. Alors que là maintenant c'est plus près de la réalité. Alors mécaniquement, comment ça fonctionne? Donc là, dans le bilan qui va être déposé avant le 31 mars. 31 mars 2014. Là on parle de loi de finances 2013. Ah oui, non, pas de cette année. Pas cette année. Cette année, on est toujours... Ça y est, on est toujours... 15%. Là, on est sur du 15%. Sur du 15%. On est sur du 15% si on fait moins de 3 millions. Voilà. Alors, l'année prochaine, donc les entreprises qui, cette année, il faut faire leur chiffre d'affaires, elles ont un résultat, on va dire, de 250 000 dirhams, fiscal, c'est-à-dire après avoir tout enlevé, etc. Fiscale, Sur ces 250 000 dirhams, ils vont payer, au cours de l'année 2014, 10%, donc 25 000 dirhams. Ils vont payer, 25 000 dirhams. Exactement. Et ensuite, donc le reste, si il est réintégré, on va peut-être continuer là-dessus parce que c'est intéressant. S'il est réintégré en investissement et dans le capital, est-ce que ça... On va voir le cas, par exemple, si jamais il y a une augmentation de capital, on va voir toutes les exonérations qu'il y a. Et justement, et c'est assez important pour une entreprise individuelle de se transformer en impôt sur les sociétés parce que en entreprise individuelle, on est dans le barème. Mais je préfère pas m'étaler là-dessus. Mais c'est intéressant. Imaginons entreprise individuelle. Voilà, entreprise individuelle. Je vais anticiper. Il reste 250 000 dirhams. C'est 250 000 dirhams, le gérant de la société... C'est le barème. Si vous êtes en entreprise individuelle, vous êtes tout de suite dans le barème 38%. C'est pas intéressant. Donc, alors qu'une société, vous êtes à 300 000 dirhams. Si je prends par exemple le cas d'une entreprise individuelle, à 300 000 dirhams, vous êtes dans le barème 38%. 300 000 dirhams divisé par 12, ça fait aux alentours de 25, 27. Là, vous êtes dans le barème de 38%. On prélève 38%. Alors qu'une entreprise sous format d'IS, une société imposée à l'IS, vous payez que 10%. Oui, mais après, il y a de l'IR encore. Si le gérant de la société, si c'est une entreprise individuelle, c'est le gérant et l'associé unique, il va payer l'IS. Et après, s'il veut se verser, il va payer s'il a un salaire, s'il a un salaire. Si le gérant a un salaire, ça c'est autre chose. Tout le monde, voilà. Mais si c'est une entreprise individuelle, elle est soumise au régime de l'impôt sur le revenu, catégorie professionnelle. Ils ont un barème. Vous savez, il y a un barème. Là, avec 300 000 dirhams, on est tout de suite dans les 38%. Et c'est pas intéressant. On vous prélève 38% si vous êtes en entreprise individuelle. Par contre, si vous êtes sous forme de IS, d'impôt sur les sociétés, on vous prélève que 10%. C'est pour ça que je vous dis la disposition est le plus intéressante. Je veux juste comprendre. Il y a 300 000 dirhams. Je vais payer... je vais payer 10%. Vous êtes quelle catégorie? Société? C'est une SARL, c'est ça? C'est une SARL soumise à l'IS. On est d'accord. Vous avez payé 10%. 30 000 dirhams. OK, imaginons. Donc il reste 270 000 dirhams. Imaginons que le gérant de cette société veut prendre ces 270 000 dirhams. Il va encore payer de l'IR dessus. Bien sûr, bien retenez la source. Mais pas 38%.
Non, c'est une retenue à la source. Il paiera, s'il s'attribue par exemple des dividendes, il va prendre une retenue à la source qui est passée d'ailleurs de 10 à 15% avec la loi de finances de 2013. Voilà, donc non mais voilà. Donc c'est ça qui est important de souligner. C'est-à-dire que pour une entreprise individuelle, mais qui est une SARL soumise à l'IS, il va payer 10% d'IS et ensuite de ce qui reste, s'il veut se les verser sur son compte personnel en dividende, il va payer 10% d'IR, mais dans la prochaine loi de finances, ça sera 15% d'IR. Ça sera 15% pour appliquer à partir de... Voilà. Bon, j'ai de la fumée qui sort des oreilles, mais j'ai compris. C'est pas grave. Je continue. Donc voilà. Donc ça, on va dire que c'est plutôt pas mal. Là, c'est pas mal, oui. Bon, ok. D'autant plus qu'il y a un avantage fiscal pour l'entreprise individuelle. Si jamais un entrepreneur individuel veut créer une société, veut apporter son bien, enfin son entreprise individuelle à une société, il est exonéré de l'impôt sur la plus-value. Vous avez une entreprise individuelle, vous voulez l'apporter à une société, vous créez une société, vous voulez transférer l'entreprise individuelle à une société, vous ne payerez pas d'impôt sur la plus-value pour bénéficier de cette disposition de 10%. D'accord. Bon, ok. Ensuite, l'abattement de l'impôt sur le revenu sur les retraites est passé de 40% à 55%. On continue, ça c'est la deuxième disposition. Exactement. Bon, si vous me permettez, je vais parler d'exonération de l'IR, puis après on passera à tous ces D'accord, ok. Exonération de l'IR. Indemnité de stage mensuelle plafonnée à 6 000 dirhams du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Avant 6 000 dirhams, 1er janvier, avant c'était 6 000 dirhams pareil, c'était le 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Alors, c'est quoi un stagiaire? Ou c'est qui un stagiaire? C'est un lauréat de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle recruté par les entreprises du secteur privé. Cette exonération est accordée aux stagiaires pendant une période de 24 mois, renouvelable pour une durée de 12 mois en cas de recrutement définitif. Lorsque le montant de l'indemnité versé est supérieur au plafond, c'est-à-dire supérieur à 6 000 dirhams, l'entreprise stagiaire perd le bénéfice de l'exonération. D'accord. Donc, c'est-à-dire, en gros, pour bien réexpliquer, une entreprise prend un stagiaire. Je prends un stagiaire. Mais il faut qu'il passe par la NAPEC, ça c'est obligé. Donc, s'il est lauréat de l'enseignement supérieur, c'est des conditions. S'il est lauréat de non, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait la NAPEC dans la obligatoirement? Il faut l'inscription minimum de 6 mois, il me semble. On est bien d'accord. Alors, il a une exonération de 24 mois. L'entreprise a une exonération de 24 mois de l'impôt sur le revenu. Et si elle s'engage à le recruter après, elle a encore une exonération de 12 mois. Donc ça fait 36 mois. Ça fait 3 ans d'exonération d'impôt sur le revenu, mais à condition qu'elle le recrute après. Donc ça, c'est une mesure pour pousser l'emploi et pour pousser on va dire, à formaliser et à éviter ces stages à répétition dont on parle souvent aussi. Exactement. Exactement. C'est une mesure d'encouragement. Encore, autre chose, la base imposable à la TVA pour les ventes et livraisons de biens d'occasion. Donc il y a une TVA sur la marge. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un bien d'occasion? Un bien d'occasion, d'après ce qu'on a compris, c'est quelqu'un qui achète et qui vend des biens d'occasion. Donc c'est un négociant en biens d'occasion. Non, c'est-à-dire que c'est son métier. C'est son métier. C'est son métier. Voilà. Par exemple, les garages qu'on peut voir, on va parler des garages formels, ceux qui ont pignon sur eux, qui font vente d'occasion auto. Ils achètent en occasion et ils vendent en occasion. Maintenant, avec la loi de finances 2013, c'est qu'ils vont payer la TVA au moment où ils vont vendre. Et cette TVA, c'est sur la marge. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? On achetait. On payait la TVA aux fournisseurs. D'accord. Lorsqu'on vendait, on récoltait la TVA et après on verse à l'administration fiscale. Maintenant, on ne paye la TVA que sur la marge. J'achète à 100, je vends à 120, ça fait 20 de marge, et je multiplie par le taux de TVA. Parce qu'avant, il fallait... Et déduire. Après, on déduit. Ensuite, on reverse au fisc au moment de la vente. Donc, ça fait une double procédure. Maintenant, sachant que un véhicule d'occasion, au moment où il a été vendu neuf, il a généré de la TVA pour l'État. Exactement. C'était histoire de pas redoubler cette TVA qui était sur le neuf. On est bien d'accord. Donc, il y a une TVA. Maintenant, on paye la TVA sur la marge. Sur la marge. Donc là, c'est plus logique. Et encore, attends. Et la marge, de quelle manière elle est... La marge, c'est prix de vente moins prix d'achat. Mais le problème qui se pose, c'est que lors de la réunion avec la Direction générale des impôts organisée par l'Ordre des experts comptables, nous avons compris que, en fait, les biens d'occasion, ce sont des négociations de biens d'occasion, c'est-à-dire ceux qui achètent et qui vendent des biens d'occasion. Oui, c'est pas une entreprise. Apparemment, justement. Enfin, moi, j'ai pas été présent, mais il paraît que, je parle dans le conditionnel, il paraît que les biens d'occasion, c'est tous les biens d'occasion. Donc ça veut dire qu'une entreprise industrielle, lorsqu'elle vend un bien d'occasion,
c'est considéré comme, enfin, elle rentre dans cette catégorie de base imposable de la TVA pour les biens d'occasion. Mais il paraîtrait que, donc je parle dans le conditionnel, que les biens d'occasion, ça concerne aussi les entreprises individuelles et non pas les négociants en biens d'occasion. Donc c'est-à-dire, donc, il faut une clarification en fait. Tout simplement, mais juste dans l'esprit de la chose, c'est-à-dire que ça ne concerne pas que les négociants. Ça concerne aussi une entreprise qui... Je parle dans le conditionnel. Non, bon d'accord. Donc c'est-à-dire dans le conditionnel. Ce que vous auriez compris. Parce que les experts. Il y a encore besoin de clarification. Exactement. Parce que la loi de finances vient de sortir. Il y a les circulaires qui vont sortir. La circulaire va sortir aux alentours de 24, 25, 26 du mois. Et là, on va avoir plus de clarification là-dessus. Alors, donc en gros, sur cette disposition, sur les négociants en biens d'occasion, je peux comprendre, c'est très bien, mais ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il y a besoin de clarification? C'est dans une entreprise donnée. Oui. Imaginons que, je sais pas, une entreprise a une voiture, c'est pas son activité d'acheter et de vendre des voitures, elle a un parc de voitures, je sais pas, 5, 6, 7 voitures de fonction, elle les revend, donc il y aura une TVA sur la marge. Alors que dans une entreprise individuelle, on ne parle pas de marge. Lorsque vous vendez un bien d'occasion, on parle de plus-value. Ça peut être une machine aussi. Ça peut être une machine. Mais je parle dans le conditionnel. C'est pour ça que je dis on attend la clarification de la circulaire de l'administration fiscale. Est-ce que ça rentre pas en conflit avec ces sont des immobilisations et qui font l'objet d'amortissement, etc. Parfaitement. C'est bien ça. Je connais quand même quelques trucs. Je vois ça. Non, mais je suis pas étonné. 14h28 dans les experts. Putain, la première partie, comment elle est passée vite, déjà avec deux dispositions, seulement. 14h28 dans les experts, on parle des principales nouvelles dispositions de la loi de finances 2013 et de vos obligations fiscales et juridiques. N'hésitez pas à nous appeler au 05 22 95 36 70 ou à réagir sur la page Facebook des experts. On retrouve Laureline Savoie pour le Flash Info de 14h30 et on se retrouve juste après avec Mohamed Lahiani, comptable, expert comptable, commissaire au compte. Je préfère expert comptable. À tout de suite. Et inscrit à l'ordre. À tout de suite. Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. C'est quand même la seule émission où on parle de la loi de finances 2013 en écoutant du Metallica. Exactement. C'est même bizarre. Et on se détend bien. 14h40 dans les experts avec Mohamed Lahiani, expert comptable et commissaire au compte. On détaille avec vous, on passe en revue toutes les nouvelles dispositions de la loi de finances 2013. Il y en a qui sont pas mal. On a commencé, on va dire, par les plus sympas. Oui, et je continue. On a commencé par les plus sympas. Et après, on va continuer. On a Lahsen d'Agadir. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour Assidi. Monsieur Tadlaoui, Gazan Barki, bonne année. Merci. Vous, c'est vrai, on a jusqu'au 31 janvier pour la bonne année. Merci à vous aussi. Alors, ma question est toute personnelle. Je suis promoteur immobilier. Oui. J'ai un terrain à mon nom et je suis en train de préparer le lotissement à mon nom personnel. Oui. Et je voudrais saisir l'occasion qui est offerte par la nouvelle loi des finances pour pouvoir passer en société à responsabilité limitée. Et je rencontre des difficultés parce que j'ai beau essayer de voir l'interprétation de la loi et je voudrais savoir si le terrain en lui-même tel qu'il est, s'il passe comme apport à la nouvelle société, il est soumis dans sa totalité à la taxe ou sous quel régime je passe. Et à quelle sauce je vais être mangé. Bon, d'accord. Je crois qu'il y a eu une anticipation, mais bon, c'est pas grave, je pourrais toujours... Non, mais c'est très bien. Parfait, très bien. Alors, je voudrais juste... Justement, juste pour répondre à Larsen, ça va nous donner l'occasion de lire la disposition qui le concerne. Exactement. La disposition ce qu'on appelle une disposition commune relative à la loi de finances 2013. Les personnes physiques exerçant à titre individuel en société de fait. Bon, prenons le cas de M. Lahsen, exerçant à titre individuel. Au 31 décembre 2012, ils ont une activité professionnelle passible de l'impôt sur le revenu, selon le régime de net réel ou net simplifié, ne sont pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ne sont pas imposés sur la plus-value net réalisée à la suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de l'entreprise à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que, je rappelle que si jamais vous avez une entreprise individuelle, si vous l'apportez, vous créez une société, où vous avez déjà une société qui est déjà créée, et vous apportez vos biens d'entreprise individuelle à cette société, vous êtes exonéré
de l'impôt sur le plus-value. Alors, donc, dans le cas de Lahsen, il est, on va dire, promoteur Premier particulier. Voilà, exactement. Donc, il veut créer une société. SARL. Il veut apporter dans le capital le terrain, société. Voilà, donc une entreprise individuelle vers une société. Oui. Donc, cette disposition, elle est valable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Donc, il ne va pas être imposé sur la plus-value. La plus-value. C'est-à-dire qu'il apporte, une entreprise individuelle, il apporte ses biens vers une société, et il est exonéré de la plus-value. Ça veut dire qu'il continue. La plus-value, c'est-à-dire la plus-value, c'est quand on vend. Donc, c'est quoi? C'est comme pas forcément. Non, même à l'apport. C'est-à-dire même à l'apport. C'est-à-dire qu'on va calculer la valeur dans la société. Dans la société, voilà, exactement. C'est dans la société. Ouais. Même s'il apporte ses biens de l'entreprise individuelle, il sera exonéré. Mais attention, cette disposition, elle est limitée dans le temps. Elle est valable du 1er janvier 2013. Oui. Jusqu'à 31 décembre 2014, dans les conditions suivantes. Il y a 2 conditions. Oui. Première condition, les éléments d'apport doivent être évalués par un commissaire aux comptes. Oui. Donc je rappelle encore ce que c'est qu'un commissaire aux comptes. Même pour une SARL. Il apporte à une SARL. Oui, oui. Oui, une société. Donc il doit passer par un commissaire aux comptes. Il doit passer, oui, exactement. Donc il passe par un commissaire aux comptes inscrit à l'ordre des experts comptables. Je rappelle encore le site, c'est www.oecmaroc.com. Encore une fois, comme je l'ai expliqué la dernière fois, pour vérifier si la personne est expert comptable, on va sur le site, on tape son nom, on a la photo, et ça vous amusait bien, monsieur Tedlaoui. On a la photo de celui qui va vous manger. Voilà, non, ça c'est l'expert comptable. Voilà, pour vérifier si c'est le bon expert comptable ou pas. Premier point. Et deuxième point, le apport doit être effectué entre le 1er janvier 2013, nous sommes en janvier 2013, et on a 2 ans, c'est-à-dire jusqu'à 31 décembre 2014. Donc là, vous avez rassuré Lahsen. J'ai rassuré monsieur Lahsen. Et d'autant plus, je rebondis sur l'imposition. Oui. C'est comme si actuellement, il est soumis au barème de l'IR. Oui. C'est un barème progressif. Alors que là, on a parlé du taux réduit de 10%. C'est-à-dire que M. Lahsen... S'il est à moins de 300 000 dirhams. S'il est à moins de 300 000 dirhams de bénéfice fiscal. Alors, juste le côté vicieux des tranches, c'est de 0 à 300 000 inclus ou de 0 à 299 999? On parle de inférieur ou égal à 300 000. Inférieur ou égal à 300 000. Donc à 300 000 dirhams 50. Voilà, de 1 dirham jusqu'à à 1 centime plus. 300 000 dirhams 50, ça va passer dans l'autre tranche. Voilà Lahsen, réponse détaillée, claire, précise. Voilà. Lahsen est toujours là? Oui. Vous avez entendu la réponse, tout va bien? Oui, c'est clair. C'est clair. Ben voilà. C'est très, très explicite. Merci. Merci beaucoup. De l'eau de roche et c'est une bonne nouvelle, quoi. Voilà. Très bien. Bonne chance. Les citoyens pouvoir rebondir sur ça pour pouvoir contribuer à l'essor, quoi. C'est bon. Très bien. Merci beaucoup, Lahsen, et bonne chance pour votre projet. On a Mohamed de Marrakech. Bonjour. Oui, bonjour Sidi, bonjour maître. Bonjour. Donc je vous remercie de cette émission-là. Donc j'ai appelé concernant la TPI. Moi je viens juste de vendre un terrain. Oui. Donc on est juste en compromis de vente, on n'est pas passé à l'acte définitif. Mais le terrain il est situé dans une zone rurale. Et j'ai une note d'enseignement où il mentionne que le terrain est situé dans une zone non couverte par un document d'urbanisme. Oui. Et d'après, c'est-à-dire les informations qui circulent, c'est que la TPI est passée de 20 à 30%. Est-ce qu'il est valable sur mon cas? Et je vous remercie d'avance. Merci Mohamed. Est-ce que vous avez bien compris? Sinon, si vous avez besoin d'autres... On va vous poser des questions si on a besoin d'informations. Merci beaucoup. Merci, mais vous. Alors, je sais que la loi de finances 2013 a parlé justement de l'urbanisation des terrains. Ouais. Lorsqu'il rentre dans le cadre de l'urbanisation, il y a une disposition relative à cette disposition relative à cette opération, tout simplement. On va essayer de creuser parce que je pense qu'on va quand même voir par rapport à ça au cours de l'émission pour qu'on puisse vous répondre de manière plus claire et plus détaillée. On va voir comment vous répondre. Merci Mohamed. Restez de toute façon à l'écoute de l'émission, on vous répondra. 14h47 dans les experts. Je rappelle qu'on parle de la loi de finances 2013, des principales mesures, des principales dispositions qui vous concernent, que vous soyez chef d'entreprise ou personne physique. C'est l'émission que vous devez écouter. Je pense qu'on aura à en faire d'autres parce que ça nous permet de sensibiliser les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant, même si beaucoup de gens passent par des experts comptables, des fiduciaires qui s'occupent de leurs comptes, mais bon, il faut connaître, il faut savoir de quoi on parle quand même. On a Kamel de Casa. Bonjour Kamel. Bonjour Monsieur Tedlaoui. Bonjour Assidi.
bonjour M. Triani. Donc bonjour. voilà, ma question concernant la nouvelle loi de finances. Oui. J'ai vu qu'il y a un abattement qui est passé de 40 à 55 pour les pensions de retraite. Oui. Je veux savoir, est-ce que c'est même pour la cotisation individuelle? Non. Ça, c'est le premier point. Oui. Deuxième point, ça c'est juste explication de notion. Oui. J'ai vu qu'il y a des impôts qui sont libératoires et d'autres non libératoires. Quelle est la différence entre les deux? Merci beaucoup. Merci. Alors, je reprends juste ce qu'il a dit monsieur Kamel de Casablanca. Alors je lis juste la disposition de la loi. L'abattement de l'impôt sur le revenu, donc l'IR, sur les retraites est passé de 40% à 55%. On va juste répéter ce que c'est qu'un abattement. Comment ça fonctionne, comme ça En fait, un abattement, c'est lorsque vous calculez vos revenus, le revenu annuel. Vous faites un abattement. La base imposable. Vous déduisez, voilà, la base imposable. Ouais. En fait, avant d'arriver à la base imposable, c'est que vous avez un revenu global et vous déduisez votre abattement. C'est-à-dire qu'on passe de 40 à 55%, comme les salariés qui sont passés à une époque de 17 à 20%. Oui. C'est-à-dire qu'on a un revenu annuel global. On déduit, on était à 40, on déduit 55% pour arriver à une base fiscale. Avant de commencer à calculer l'impôt sur le revenu. Non, c'est-à-dire sur les retraites. Alors que ça veut dire quoi? L'abattement de l'impôt sur le revenu sur les retraites est passé. Ah d'accord. Donc imaginons. Les retraites, on fait le calcul annuel. Combien on a eu de retraites annuelles? D'accord. Combien on a touché annuellement? C'est-à-dire ça, ce sont pour les gens qui sont retraités. Retraités, exactement. Alors, les retraités touchent, je sais pas, 5 000 dirhams par mois. Imaginons, 5 000 dirhams. Ça fait 60 000 dirhams. 60 000 dirhams. Moins. On enlève 55%. 55%. Et on arrive à la base imposable. Partons sur 100 000 dirhams. Imaginons 100 000 dirhams perçus de retraite dans l'année. On enlève 55%. Il reste 45 000 dirhams. C'est sur la base de ces 45 000 dirhams. On applique le barème. Qu'on applique le barème de l'IR. De l'impôt sur le revenu. Voilà. Exactement. D'accord. Voilà. Comme ça, on vulgarise un peu. C'est l'abattement. On est abattu. C'est quand on paye l'impôt qu'on est abattu. C'est abattement avant. Il faut payer bien sûr, bien sûr. Alors, la deuxième notion, il a parlé de la notion de libératoire. Quelle est la différence? En fait, libératoire et non libératoire, c'est comme son nom l'indique. Ça vous libère ou ça ne vous libère pas. Ça nous libère de quoi? En fait, ça vous libère d'une déclaration. C'est-à-dire que lorsque vous êtes non libératoire, c'est que non seulement on fait une retenue à la source, mais en plus de ça, vous êtes obligé de faire votre déclaration. Alors que, donc j'ai dit non libératoire. C'est-à-dire que, juste pour illustrer ça, un salarié, son IR, il est libératoire. Parce que il est retenu à la source, libératoire. Il est libératoire. Parce que exactement. Mais en revanche, la société déclare la base imposable, la base imposable, le récapitulatif des salaires, c'est ce qu'on va faire. Voilà, exactement. Oui, je retiens tout. Je vois ça. Incroyable. Je vois ça. Ok, alors on va continuer. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'IS. On a vu l'IS. On a vu l'abattement sur les retraites. On a vu On a parlé de l'exonération de l'IR pour les stagiaires. L'exonération de l'IR pour les stagiaires. Je continue pour l'exonération de la TVA. Non, on va peut-être continuer sur l'IR maintenant qu'on est sur l'IR. Dites-moi. Ça ne dérange pas. L'âge des enfants à la charge des contribuables à l'IR est relevé de 25 à 27 ans au titre des déductions pour charges familiales. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une déduction des impôts de 30 dirhams par mois, par enfant à charge, jusqu'à 27 ans, hors handicapé. Hors handicapé. D'accord. Avant, c'était 25 ans. Oui, et là, on a relevé de 2 ans. De 2 ans. Plafonné à 180 dirhams par mois. Plafonné à 180 dirhams par mois. D'accord, donc c'est 30 dirhams par enfant. Par enfant. Donc il ne faut pas avoir plus de 6 enfants. Exactement. De moins de 27 ans. Exactement. Et vous déduisez de votre impôt. Il faut garder ses enfants jusqu'à 27 ans. Oui. Avant, c'était 27 ans. Vous avez des enfants, vous? Oui. Non, pas 27 ans. Vous comptez les garder jusqu'à 27 ans? Hein? Non, je dis à charge. Hein. Voilà, donc ça c'est clair. Hein, ça, il n'y a pas d'autres soucis par rapport à ça. Alors, à quoi voulez-vous qu'on passe? Il y en a des dispositions. Il y a l'exonération de la TVA. Alors, exonération de la TVA. Équipement et matériel destinés exclusivement au fonctionnement des associations de microcrédit. Oui. Il y a une exonération pour tout ce qui est de TVA, pour tout ce qui est équipement et matériel destiné au fonctionnement des associations de microcrédit. Cette exonération est applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Alors, je relis encore une fois, comme ça tout est clair et on répète. Les opérations de prêt accordées par les associations de microcrédit sont exonérées de la TVA sans droit à déduction. Sans droit, exactement. Alors, les opérations de prêt accordées
par les associations de microcrédit. Là, d'accord. Là, je parle okay. Donc, OK. Et ce, jusqu'au 31 décembre 2016. Jusqu'au 31 décembre 2016. Voilà. De même, sont exonérés de TVA jusqu'au 31 décembre 2016 les importations de matériel et équipements nécessaires au fonctionnement de ces associations. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est très particulier. C'est une niche et ça concerne pour les associations microcrédit. Voilà. Donc souvent les fondations. Exactement. Voilà. Le détail. Vous avez les droits d'enregistrement. Alors, les droits d'enregistrement. Donc, droits d'enregistrement, Casa Finance City, place financière internationale, 5 ans d'exonération d'IS et 8,75% au-delà. Ok, donc ça je rappelle oui. l'imposition du Casa Finance City, de la place financière, mais pas de droits d'enregistrement pour les constitutions et augmentation de capital. D'accord. Bon là, c'est aussi une mesure d'encouragement très spécifique par rapport à un domaine très particulier. Vous avez également, en ce qui concerne les droits d'enregistrement, c'est que vous avez 1000 dirhams au lieu de 1% pour tout ce qui est constitution, augmentation de capital des sociétés réalisées par apport à titre pur et simple lorsque le capital souscrit ne dépasse pas 500 000 dirhams. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, lorsqu'on constitue une société, quel que soit SARL, SARA, on payait un droit d'enregistrement de 1%. Du capital du montant apporté, voilà. Du capital. Donc du capital. Donc si, avant, si je crée, je reviens toujours aux petites PME, parce que c'est là-dessus aussi qu'il y a beaucoup de débats, pour voir que cette loi de finances, on attendait, enfin, les gens de la CGEM, etc., attendaient de cette loi de finances qu'elle soit un moteur plus, on va dire, encourageante pour les PME. On va quand même, je sais pas, une PME qui veut se créer, quelqu'un qui veut faire une SARL à 10 000 dirhams de capital, une petite SARL. Avant, c'était plafonné, on va dire, oui, il y avait un minimum. Il y avait un minimum. Le minimum, c'était quoi? C'était 1500 dirhams. Ah d'accord. Donc là, bon, c'est une bonne nouvelle, ça baisse. Donc ça baisse. De toute façon, ça baisse. D'autant plus, maintenant, il n'y a pas la proportionnalité. Parce qu'avant, on pouvait apporter, par exemple, 1 million de dirhams. On appliquait la proportionnalité avec un minimum de 1500 dirhams. Maintenant, j'ai pris peut-être pas le bon exemple parce que là, on parle de 500 000 dirhams. Si j'apporte, par exemple, 400 000 dirhams, avant, on appliquait le taux proportionnel de 1%, alors que maintenant, on applique 1000%. C'est-à-dire que 1000 dirhams, pardon. Excusez-moi, 1000 dirhams. Autrement dit, vous créez une société où vous faites une augmentation de capital, on n'applique pas le taux proportionnel, mais on applique un montant fixe de 1000 dirhams. D'accord. C'est une mesure encourageante, justement, pour constituer des sociétés et surtout pour augmenter les capitaux. Augmenter les capitaux. Voilà, parce que la mesure concerne également les augmentations de capital ne dépassant pas 500 000 dirhams. C'est-à-dire que lorsqu'une société grandit au fur et à mesure, elle se crée au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais, la société grandit, voilà, et on veut augmenter le capital. Avant, il y avait, enfin aujourd'hui, c'est 1000 dirhams tout simplement. Au lieu de 1%. Jusqu'à 500 000. Jusqu'à 500 000. Au-delà, on applique le taux proportionnel. D'accord. Très bien. Bon, ça c'est clair. Voilà. Il y a une autre disposition également, c'est l'identification pour la première fois. Ah, alors là, ça concerne donc la volonté de pousser, enfin d'effacer le maximum de gens qui sont dans l'informel et de les pousser à épouser l'identification fiscale, de rentrer dans le circuit formel, dans le circuit propre entre guillemets, pour qu'ils deviennent des contribuables et qu'ils puissent payer des impôts. Donc je cite. Oui. Les contribuables exerçant une activité passible de l'impôt sur le revenu et qui s'identifient pour la première fois, donc ils font une démarche auprès de l'administration fiscale, en s'inscrivant au rôle de la taxe professionnelle, ce qu'on appelait avant patente. À partir du 1er janvier 2013, à partir de cette année, ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir de cette date, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2013. Ultérieur. On fait rase du passé. On fait une amnistie fiscale du passé. Alors ça ne concerne que les personnes physiques. Qui s'identifient. Qui s'identifient à travers une patente. Exactement. Enfin, maintenant on l'appelle taxe professionnelle. La taxe professionnelle. Oui, c'est la taxe professionnelle. On appelle couramment patente. On l'appelle couramment patente, mais c'est devenu la taxe professionnelle. Applicable. Et si on crée une SARL, ça n'a rien à voir. Donc c'est pas la même chose. Donc c'est vraiment ça c'est pour les personnes physiques. Pour les personnes physiques, et cette disposition, il est applicable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Les provisoires. C'est-à-dire les gens qui s'identifient cette année et l'année prochaine, on fait table rase sur les impôts précédents. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, juste,
Parce que c'est important. Ça c'est une mesure d'incitation. C'est important de le souligner que les gens qui travaillent au black, quoi, finalement. Voilà, travailler au black, ça peut concerner énormément de métiers. Il y en a énormément. Si demain ils arrivent, ils prennent une patente, on promet, on jure qu'on leur dit rien sur ce qui s'est passé avant. Exactement. Voilà. Mais après, quelqu'un qui va prendre une patente, il est soumis à quoi? Il est soumis à quel type d'impôt? Aux engagements. C'est une entreprise individuelle. Si par exemple il s'identifie par la première fois une entreprise individuelle, il va être soumis à l'IR, à la TVA, toutes les obligations fiscales. Ouais. Sauf qu'on annule les dettes fiscales du passé. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? On a une notion de conseil aussi. Vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes. Depuis tout à l'heure, quand on a répondu à ce promoteur immobilier particulier, vous dites, vaut mieux passer en SARL parce que, déjà, une SARL, ça a peut-être un peu plus de crédibilité par rapport à la banque aussi, etc. Mais c'est aussi plus intéressant, on va dire, pour toute petite structure, c'est plus intéressant de passer en SARL aujourd'hui que de rester en taxe professionnelle. Non, on peut dire ça ou pas? En fait, fiscalement parlant, à mon avis, oui. À mon avis, je pense que la taxation à l'IS est plus intéressante que. C'est ça. Voilà. À mon avis. Oui, non. Ça, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue juridique, votre responsabilité vis-à-vis de la société, elle est limitée aux apports. Alors qu'en entreprise individuelle, il y a un mélange entre les biens personnels et les biens professionnels. Troisièmement, vis-à-vis des fournisseurs, vous êtes en entreprise individuelle, c'est pas quand vous êtes une SARL. C'est vrai. Voilà, donc il y a la notion du capital. Donc il y a pas mal d'avantages. Si c'est une petite structure, je pense à mon avis, il vaut mieux passer par les SARL. C'est bien. Non, mais même l'entreprise individuelle aussi, elle a sa souplesse. Oui, c'est clair. Il y a pas en termes de comptabilité, voilà, il n'y a pas que ça. Enfin, c'est la même chose, mais au niveau, par exemple, dispositions juridiques, l'assemblée générale que vous trouvez dans les SARL, vous ne trouvez pas dans les entreprises. Oui, voilà. C'est-à-dire en termes de procédure, il y a beaucoup moins de choses à faire. Il y a un peu plus de procédures dans la SARL, mais la SARL reste quelque chose de beaucoup plus souple. Non, même surtout pour la banque. Je dis en termes de crédibilité, d'image. Non, mais c'est vrai. C'est plus intéressant pour. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, oui, c'est 14h59, oui, je voyais même pas la montre, 14h59. Halima Yasni est arrivée pour le Flash à fond de 15h. On se retrouve juste après. On parle de la loi de finances 2013 et puis